Bonjour les gars, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir après cette semaine, après ce premier podcast qui était très très cool, j'ai adoré l'autre fois, je suis allé me coucher des étoiles dans les yeux avec l'impatience folle de faire cet épisode 2 que l'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez partagé cette même impatience? Oui, oui, carrément. Très chaud de vous retrouver. Hâte de parler, de tergiverser, d'ouvrir des parenthèses à l'infini. Je suis très chaud. Mais de les fermer, moi j'ai rien de plus en horreur que Ah les oui, gens toi tu qui les ouvrent fermes. des Ouais, c'est vrai. parenthèses Ouais, qui ne les c'est vrai, ferment c'est jamais. insupportable. Ça me rend fou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, qui est celui de l'Europe. Il y a eu beaucoup de choses qui Épineux. sont passées cette semaine. Ouais, il y a eu ouais, il y a eu quelque chose de surprenant. Il y a eu un gros pavé dans la mare auquel je m'attendais pas du tout et qui est arrivé comme ça, qu'on va voir tout de suite. Mais avant de passer à la partie suivante, avant de passer à la grosse news de l'Europe, on a la grosse news de ce podcast. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez regardé assidûment tous les épisodes jusqu'à aujourd'hui, que nous avons un problème de nom. Et là, ça y est, on a un nom, non? On Il a me un semble. nom. On a un nom qu'on a trouvé hier soir et je me permets de l'énoncer de rechef. C'est charge positive. Bienvenue dans Charge Positive, le podcast qui vous aide à recalibrer vos intuitions et à entrevoir des futurs optimistes parfois bien cachés derrière des peurs ou des idées reçues trop souvent fausses. Il est facile de perdre de vue que nous sommes à un âge d'or de l'humanité et plus encore que le plus beau reste à venir. Avec mon ami Martin Charpentier, passionné de tech et entrepreneur depuis une douzaine d'années, ainsi que mon ami Tim Soré, créateur du studio de jeux vidéo Hot Tales, nous avons décidé de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Quant à moi, je suis Benjamin Code, youtubeur tech, développeur web, et j'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pendant ce podcast hebdomadaire qui nous tient tant à cœur. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est un nom qu'on a co-conçu avec Tim à travers un travail de très longue haleine. Et je vais laisser Tim expliquer un petit peu l'aspect sémantique. Charge positive parce que le but, c'est que à l'issue de ce podcast, vous vous sentez un petit peu requinqué face à la morosité ambiante. Le but, c'est de regagner confiance dans la civilisation, dans la technologie, dans l'humanité. Et donc, on pensait que charge positive, ça représente bien ça. C'est un petit truc pour recharger vos batteries, quoi. Que vous prenez un petit shot, et puis d'un coup, on se sent mieux, quoi. Très très cool. Bravo les gars. Vous êtes exceptionnels. Et moi, il faut savoir que j'étais pas en reste, parce qu'ils disent qu'ils l'ont coproduit, ce nom. Moi, j'en ai cherché plein des noms aussi, hein. Mais j'ai fait que ça. Ça a été un cauchemar toute la semaine. Le mec, Sauf que tes tous noms, les il noms... me donnait de l'asthme. Voilà. Voilà ce qui s'est passé, c'est que tous les noms que j'envoyais, nous, c'était des mots, des noms à l'eau de rose qui faisaient rêver dans les On avait beau chaumières. présage, on avait... Le phare dans la brume, c'était beau, c'était bien. Mais bon, beau. Martin est un asthmatique chronique et dès qu'il y a un mot un peu poétique qui résonne un petit peu dans le cœur des gens, Martin là il vient saper le truc là en mode non, c'est nul, c'est trop fleur bleue. Et ben voilà, on s'appelle grosse charge positive là, un truc. Vas-y, charge positive, c'est très bien. Je suis très heureux de ce nom de podcast, j'étais très content quand je l'ai vu popper hier. Bravo à vous Ok. les gars. Maintenant, on va arrêter de parler des réjouissances, on va parler du pavé dans la mare qu'a été le rapport de Mario Draghi. Qui veut se lancer? Vas-y, Tim. Bah, je pense que je vais y aller. Mario Draghi, en effet, qui était un ancien ministre italien, qui a sorti un rapport, une sorte d'étude de la situation européenne, et particulièrement, je dirais, l'Europe technologique. Où est-ce qu'on se situe de façon crue, sans filtre, sans complaisance. Et ça, c'est un peu surprenant. On s'attendait peut-être à quelque chose d'un peu plus lissé, mais finalement, le constat est assez cru, donc c'est assez intéressant. Et Mario Draghi, il a oui, clairement, il a pas pris de pincettes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous annonce littéralement que nous sommes en train de tuer nos entreprises. Il nous annonce que, si on ne se réveille pas tout de suite, une longue agonie nous attend. Et Oh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. charmant, charmant le Mario. Il en a d'autres des bonnes nouvelles de son chapeau là comme ça. C'est surprenant d'avoir ce genre de rapport officiel commandité par l'Europe et qui vient complètement savater l'Europe à coups de batte de baseball un petit peu parce qu'il est vraiment, il est rude le rapport quoi. Il fait mal, non? Ah, mais le Le constat rapport, est juste. Le constat ouais. est juste, enfin, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que oui. Et en plus, il résonne énormément avec tout ce qu'on se dit depuis des années sur l'Europe, c'est des intuitions qu'on a ou quoi que ce soit. Et là, c'est la première fois qu'il y a un rapport officiel qui cristallise un petit peu toutes ces intuitions. Enfin, c'est pas que des intuitions, c'est. Mais. Enfin, si.
C'est un vrai rapport, quoi. Ça cristallise tout ça, et donc ça crée un petit mouvement, ça crée un sacré truc. Ça permet aux langues de se délier un petit peu, ça permet aux gens de roaster, de faire beaucoup de mèmes, de se moquer dans un premier temps, mais aussi de parler des vrais sujets, quoi. Donc ouais, moi, hyper surpris de ce rapport. Qu'est-ce qu'il disait exactement dans ce rapport? L'Europe se meurt, en fait. On est en train de tuer nos entreprises. Non, c'est pas tellement que l'Europe se meurt, c'est que l'Europe, évidemment, est une énorme puissance mondiale et on est le premier marché au monde et donc c'est pas vraiment ça. Mais la question, c'est que comment on va s'insérer, se positionner dans le 21e siècle, qui est clairement un âge technologique. Et l'Europe a eu une très grande place technologique et je pense qu'on va y revenir plus tard. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Là, on est en train de communiquer via des appareils américains, designés aux États-Unis ou en Californie principalement, sur des serveurs américains, sur du software américain. Et tout ça, évidemment, Avec est des fabriqué satellites américains, satellite ce qui américain, fait effectivement, dans Starlink. ton cas. Sur tout ça est fabriqué dans des usines en Chine. Et alors, l'Europe, là-dedans, où est-ce qu'elle se positionne? Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, malheureusement, on fait un petit peu figure de nain technologique. C'est-à-dire que, et je dis pas ça du tout avec une haine de l'Europe. Au contraire, je rêve que l'Europe reprenne un certain flambeau, une certaine place, un certain équilibre, qu'on arrive à une sorte de tripartie à trois, l'Asie, l'Europe et les États-Unis, ce serait vraiment bien. Mais c'est vrai que si on regarde les choses en face, il y a quelques statistiques qui font froid dans le dos quand même. Et peut-être que Martin, tu veux les aborder. Ouais, du coup, je sais pas par où commencer, mais déjà, on peut prendre la principale, celle qui est très représentative de la non-percée de l'Europe dans cette ère numérique, technologique et de l'information. C'est que, contrairement aux USA, je pense qu'ils ont 6 entreprises qui ont des valorisations, qui sont 6 entreprises qui sont nées dans les années 60 ou après, qui dépassent les 100 milliards d'euros de valorisation. Ils Quand ont 6 qui en dépassent les Europe, 1000 milliards. En fait, nous, en Europe, on n'en a pas une seule qui dépasse les 100 milliards, quand les États-Unis, eux, en ont moult. Et en plus de ça, ils en ont même 6 qui dépassent les 1000 exactement. milliards. Voilà. Oui, oui, exactement. Et nous, on a des entreprises qui ont des valorisations de zinzin, mais c'est des vieilles entreprises, comme dans le luxe notamment, dans l'industrie, mais des entreprises technologiques et celles qui sont à la pointe de l'innovation, nada. On va avoir, je crois, il y a SAP éventuellement qui est leader, qui est la plus grosse de nos entreprises technologiques et presque la seule au final. Oui, mais Quand, SAP, ouais, qui connaît SAP en Europe? Pas grand monde. Alors qu'à côté, on parle de Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Alphabet. En Asie, on parle de Tencent, Alibaba, Samsung. mhm. Nous, SAP, c'est quoi, tu vois? Je veux dire, à un moment, on est tout petit, quoi. Dédicace à mes potes qui bossent chez SAP, un de mes investisseurs aussi, hein. SAP, c'est quoi, les gars? Mais non, mais c'est que face aux géants américains, SAP, c'est bien, mais il en faut 10 des SAP. Et il faudrait que des SAP soient 10 fois plus gros. Mais bon, on peut couper ça si tu veux. Non, mais non, Mais non. non, non. Donc, pour retourner sur Mario Draghi et son rapport, il y a quelques citations de lui, je pense, qui valent le coup quand même d'être rappelées ici. Il a dit que on a atteint un point où, sans action, sans correction de trajectoire, nous devrons soit compromettre notre modèle social, soit notre liberté, soit notre environnement. Et qu'on ne va pas pouvoir conjuguer les trois si on ne se réveille pas concrètement tout de suite sur notre façon de faire les choses en Europe. Il a aussi dit quelque chose d'intéressant, il a dit que jamais dans notre histoire, l'échelle de nos pays n'a paru si petite face à la taille des défis auxquels nous faisons face. Donc, clairement, il pose des termes voilà, qui sont quasiment existentiels. Je pense que, encore une fois, le but n'est pas d'annoncer une mort subite ou soudaine. Je pense qu'on a toute la capacité à se réveiller. Mais c'est juste que cette douce mélodie, un peu technophobe, un petit peu de descente comme ça, qu'il faut pas grossir, qu'il faut de la décroissance, qu'il faut moins d'énergie, qu'il faut tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter, quoi? Est-ce que c'est vraiment la bonne voie à suivre pour se positionner au XXIe siècle? Voilà, je pense que c'est la question qu'on peut se poser. Ouais, ce qu'il y a de vraiment dérangeant, dans tous les sens du terme, dans le rapport de Mario Draghi, c'est qu'il vient tacler, tacle à la gorge direct des régulateurs, avec en tête de file notre ami Cocorico Thierry Breton, qui, qui, qui,
comment dire, qui n'existent que par la régulation et qui en sont particulièrement fiers. Or, Tim, je crois que tu avais un exemple assez parlant sur qu'est-ce que peut venir, à quel point la régulation ou des éléments extérieurs peuvent venir perturber la croissance d'un business jusqu'à le faire péricliter L'asphyxier. vers la faillite. Oui, bah, je pense qu'il faut imaginer le monde des startups comme des colonies de bactéries, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des tout petits organismes, les startups. Et elles sont dans un pétri au tout début qui est extrêmement dangereux et hostile, ce qui fait que la plupart des startups, généralement, meurent. C'est l'outcome par défaut d'une startup, c'est la mort. Je crois, quasiment 90% des startups meurent dans les 5 ans. Et donc, imaginez que vous rajoutez ne serait-ce que 3 grains de sel dans le pétri, vous compliquez encore plus la survie des startups. Et quand je parlais de 3 grains de sel, c'est effectivement rajouter des régulations, des compliance dans tous les sens, de l'administration, des fichiers à remplir, le fait qu'on puisse, pour embaucher à travers les pays, il faut se soumettre à différentes 10 régulations différentes selon chaque pays. Tout ça nous simplifie pas la tâche en tant que startup. Quand on a besoin d'embaucher des talents très vite et de travailler, de se focus sur notre vraie valeur, c'est un vrai problème. Et donc, voilà, est-ce que effectivement ces régulations qui sont importantes, hein, c'est pas la question, il faut réguler. C'est pas tout ou rien. La question, c'est une question de timing, à quel moment on le fait, à quelle échelle, et est-ce qu'on régule pas de façon un peu trop préemptive au point effectivement d'asphyxier toutes nos petites bactéries colonies, nos colonies de bactéries, pardon. Mais ça, on va le voir un peu dans la suite du podcast, me semble. Mais avant de parler un petit peu de toutes ces régulations et de comment on s'est retrouvé un petit peu dans cette phase un peu ralentie où on n'est peut-être pas aussi efficace qu'on devrait l'être, au contraire, on se met un peu des bâtons dans les roues nous-mêmes avec ces régulations dans tous les sens et tout. L'Europe, avant ça, c'est grandiose, c'est plein d'inventions, c'est une place centrale dans le monde et tout. Est-ce qu'on pourrait faire un petit chapitre là-dessus, sur la place qu'on a tenue avant, pour un petit peu s'inspirer, pour reprendre un petit peu du poil de la bête, se dire qu'on a su le faire, et on va savoir le faire par la suite, quoi. C'est sûr. C'est évident que dans l'histoire, l'Europe a été assez grandiose, assez inspirante. Et c'est pas une question d'être chauvin. Je pense que tout simplement, le monde entier le reconnaît. On doit énormément à l'Europe, notamment toute la pensée des Lumières dont on hérite aujourd'hui, toute la démocratie moderne, tout le code civil actuel, et puis un certain esprit de scientifique aussi qui vient de l'Europe à la base. Et donc, on doit énormément d'inventions à l'Europe, évidemment. Et c'est vrai que c'est un esprit, on peut se demander s'il est vraiment encore là. Cet esprit un petit peu, comment dire, disrupteur, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se demande un peu s'il faut pas demander la permission avant de faire les choses, s'il faut pas d'abord s'accorder avec les différents parties. Il ne faut Alors pas qu'avant, je s'inquiéter pense. des conséquences avant d'avoir produit la dite Tout à fait. technologie qui provoquerait ces conséquences. Tout à fait. C'est ça aussi. C'est ce que dit Mario Draghi, c'est que l'Union européenne a une posture défensive vis-à-vis des technologies, et alors même qu'elles sont en développement et dont on ne connaît pas tout à fait leurs produits. Complètement. Oui, c'est une vraie question, et je pense qu'on le voit sur l'IA, par exemple, ou sur le cloud, ou toutes ces choses-là. C'est vrai que on apprécie en Europe cette espèce de voile, de ce châle de la morale qu'on se jette autour du cou comme ça, et on se dit: «Ah bah, nous, au moins, on régule, on n'est pas comme ces Américains ou ces Asiatiques». Mais finalement, heu, est-ce qu'on finit pas de toute façon avec de la tech asiatique ou américaine dans les mains? Parce que du coup, la technologie maison, finalement, elle prend du retard, et ce retard induit finalement un certain asservissement, une certaine Mais est-ce qu'il n'y a vassalisation. pas, Tim et Ben, est-ce que vous pensez pas qu'il y a une part aussi d'arrogance dans tout ça? Parce que, par exemple, ce matin, Tim, alors Tim, il faut savoir que la nuit, il ponce Twitter, et le matin, je me réveille avec des DM de lui, avec des choses qui sont particulièrement énervantes. Et donc, tous les matins, je prends mon téléphone, je regarde un notif de Tim et je m'énerve. Et là, il m'a envoyé un truc. C'est un tweet de BFM qui quote le Stéphane Israël, qui est président exec d'Arianespace,
et Exactement. qui passe sur l'émission et qui ne fait que casser du sucre sur le dos, d'Elon Musk, en disant, des choses, qui sont strictement inutiles, enfin, alors que le mec devrait se concentrer, à innover, à faire justement ce que fait SpaceX, à savoir, développer des lanceurs, plus économiques, renouvelables, qui feraient repasser, Ariane Espace dans la catégorie dans laquelle elle était avant, à savoir leader. Et en fait, le mec je pense, se trompe de route, et ça sent quand même vachement nous, on est plus éthique, on sait mieux faire, on est plus malin, mais le résultat, c'est que Ariane En Space, retard. ils envoient 0 satellite en l'air, quoi. Ouais. Et, et ça fait pitié, Peut-être quoi. pas 0, mais Non, c'est pas vrai 0, mais qu'effectivement, ouais. ils sont plus du tout leaders et je trouve que au lieu de voir ça comme un bon signal pour se réveiller, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt défensifs effectivement et voire même un peu hautains et je pense que c'est une attitude, à mon Mmh. avis, qui n'est pas la bonne à apprendre. À mon avis, ils devraient plutôt s'inspirer de ce qui se passe effectivement dans le côté privé américain. Heu, mais c'est là où on voit la grande différence d'état d'esprit entre l'Europe et l'Amérique. Je pense qu'on peut développer là-dessus, plus dans les chapitres après, mais je pense qu'en Europe, c'est assez dur de venir et de dire: «La façon dont les choses sont faites aujourd'hui, c'est pas la bonne. On peut tout changer». Et on a une sorte de scepticisme par défaut, qui à mon avis, on n'avait pas il y a 100 ans. Je pense qu'il y a 100 ans, quand on faisait la tour Eiffel, juste comme ça pour, une exposition universelle et qu'après elle était censée être démontée, je pense qu'il y avait un tout autre état d'esprit qu'aujourd'hui. Et donc ce serait pas mal qu'on retrouve ça parce que finalement le monde, il est fait par les optimistes. Voilà, les pessimistes vivent dans le monde qui a été fabriqué par des optimistes. Aujourd'hui, on vit avec, des voitures, des caméras, tout un tas de choses qui paraissaient complètement impossibles à l'époque. Et donc, l'attitude sceptique, ne mène pas à grand chose. Encore une fois, à part être vassalisé par des nations qui ont un peu moins de scrupules technologiques et qui du coup vont beaucoup plus vite que nous. Donc, est-ce que cette posture morale finalement elle est pas un peu immorale? Est-ce que finalement, on se retrouve pas dans une situation où on a le pire des 2 mondes? C'est-à-dire, à la fois on finit de la tech, enfin la tech qu'on regardait d'un air suspicieux finalement, on se la mange et puis en plus de ça, elle vient pas de chez nous. Donc, il y a quand même une question à se poser. Surtout par rapport à l'époque où effectivement, on était leader, sur l'innovation. Et est-ce que Mmh. cette position-là, c'est pas juste pour... c'est tout ce qui reste peut-être après avoir échoué, dans le sens où, ouais, on est en retard sur SpaceX, on est en retard sur tous ces trucs-là, donc eux, s'ils veulent sauver la face, parce que c'est des carrières quand même qui sont en jeu, c'est des bonhommes qui sont là pour... Enfin, le patron de Ariane, du coup, il peut pas dire, bah ouais, c'est normal, euh, on s'est planté, c'est nul, on a perdu devant SpaceX, il se fait virer direct, donc lui, il est obligé de se réfugier derrière peut-être le dernier rempart qu'il a, à savoir cette espèce de, peut-être mauvaise foi morale, tu sais. Complètement. Tu as tout à fait raison, mais en fait, c'est un peu ça qui est triste, c'est qu'en 2013 déjà, il y avait une interview, d'un des présidents d'Ariane, à Singapour. Il y avait une conférence sur les satellites à Singapour en 2013. À cette époque-là, SpaceX, n'en est pas du tout encore là, ils ont plein de choses à prouver. Lors de cette conférence, le fameux, exécutif d'Ariane nous dit: «SpaceX, c'est un rêve». Donc il le dit avec un dédain absolu parce qu'en plus, juste avant dans la conférence, il y a, Gwyneth Shotwell qui est donc la boss, la CEO de SpaceX. Il faut savoir c'est pas Elon Musk, hein, qui gère Mhm. SpaceX, et SpaceX est entièrement managé par une CEO qui est Mmh. incroyable, qui s'appelle, Il comme je détient disais, Shotwell. 45% et 75% des droits de vote, je crois, Ouais, pour être ouais, ouais. précis. Et donc oui, une fois qu'elle s'exprime, derrière on vient nous, un peu européens, Ariane, on dit: «Oui, mais nous on est leader et de toute façon tout ça c'est du rêve». Un peu un peu balayer tout ça d'un revers de la main. Finalement, 11 ans après, on se le mange dans les dents. Aujourd'hui, SpaceX envoie, je pense, il me semble que 70 du poids envoyé en orbite et ça accélère et c'est de plus en plus. À mon avis, la part, elle devient, absolument, monstrueuse, tout simplement parce qu'envoyer 1 kilo dans l'espace aujourd'hui, ça coûte 10 fois plus cher avec Ariane qu'avec SpaceX et ça va continuer à évoluer tant que Musk a cet avantage de dingue, c'est-à-dire de reposer ses fusées. L'exemple qu'il donnait toujours, c'était que l'espace, la conquête spatiale, la façon dont c'était fait jusqu'à présent, c'est comme si, on envoyait un avion à chaque fois se crasher à la fin et que les voyages étaient faits comme ça. Il dit: «Non, il faut utiliser les roquettes» et effectivement, c'est évident pour réduire les coûts, il avait raison et donc c'est dommage de voir effectivement, que même aujourd'hui, donc 11 ans après avoir été prouvé
qu'ils ont eu tort, ils refusent d'admettre cela et de se remettre en question. Et ça, Mhm. pour moi, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. J'imagine qu'à un moment, des têtes vont tomber et qu'il va falloir que des, des nouveaux leaders émergent dans toutes ces différentes compagnies européennes. Il Et va falloir tu penses que un c'est réveil. possible ou justement il va y avoir tout le temps ce réflexe défensif? Moi je vois ça vraiment comme les gens qui sauvent leur carrière quoi. À partir du moment où tu sauves une carrière parce que t'es à la traîne surtout, ouais, tu vas être de mauvaise foi et c'est chiant. Ouais, mais bon, Et à quel moment des ouais. nouveaux leaders vont pas reproduire ce même schéma en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se sortir de cette boucle un peu infernale? Bah, quand le board d'Ariane, il va dire stop, on perd trop d'argent, demain c'est la faillite. En fait, quand ils vont atteindre un tipping point qui fait que le board il va arriver, il va dire bon ben maintenant Stéphane, tu te barres quoi. Parce que il aura beau sauver la face, parce que là, enfin son intervention c'est d'une mauvaise foi intergalactique quoi. Mhm. Enfin, Bah, et pour c'est le très coup, grave hein, même pas de mauvais jeu de mots, mais pour préciser c'est lunaire quoi. pour préciser en effet ce que disait Stéphane, c'est quand même dingue, hein. Il disait que il faut bien se rendre compte aujourd'hui de ce qui s'est passé. Euh, SpaceX a envoyé dans l'espace pour la première fois un, un crew, c'est de 4 civils. C'est la première fois qu'on envoie dans l'espace que des civils, 4 civils. Il y a pas un seul astronaute. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité. Ensuite, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans l'espace depuis 50 ans. On n'avait pas envoyé d'humains aussi loin depuis 50 ans. Et troisième achievement, il y a 2 femmes aussi à l'intérieur qui sont des employés de SpaceX, qui sont en charge de la mission. Et c'est la première fois aussi qu'on envoie des femmes aussi loin euh, en orbite. Et donc, c'est hallucinant de voir derrière la façon dont c'est traité dans les médias ou même justement par Stéphane Israël. C'est-à-dire que ce dont on se plaint, c'est que le premier envoyé, effectivement, c'est un milliardaire. Euh, mais il faut bien comprendre que quand à l'époque, par exemple, les avions arrivent comme nouvelle technologie, les avions, au début, c'est pour les riches. Au début, ça coûte 4 500 $ pour faire Los Angeles-Boston. Et puis, finalement, 100 ans après, ça coûte 100 balles. Et donc, on commence par financer les coûts énormes de pré-production et de recherche. On les finance avec des clients qui sont riches. Et puis, au fur et à mesure, on se sert des profits pour optimiser, pour améliorer, pour trouver des meilleures façons de le faire, pour accélérer tout le processus. Et donc, au fur et à mesure, les coûts diminuent. Et la technologie devient accessible à de plus en plus de gens. Et donc, pour moi, l'espace, oui, aujourd'hui, c'est pour les milliardaires, mais c'est pas étonnant. C'est hallucinant ce qu'il faut développer pour aller dans l'espace. Les gens ne se rendent pas compte de la complexité. Mais on peut imaginer que dans 100 ans, on pourra aller dans l'espace peut-être pour un mois de salaire. Mhm. Et peut-être Ouais, même. ce Et truc d'attaquer le milliardaire, c'est vraiment le bonhomme de paille hyper évident, quoi. C'est genre. Euh, bah ouais, mais en plus, c'est complètement débile parce que c'est lui qui finance l'innovation. C'est lui qui paye pour avoir quelques minutes dans Exactement. l'espace un truc qui ne vaut pas ça, une expérience qui vaut pas ce prix exorbitant. Et donc, il le finance avec ses deniers. Donc, c'est pas Robin des Bois, SpaceX, mais c'est une manière de prendre aux riches pour, à terme, rendre ça beaucoup plus démocratique, beaucoup plus accessible, tu vois. Bon, les gars, on a un petit peu glissé. On était censé, encore une fois, être positif. Je sais qu'avec ce sujet de l'Europe, c'est délicat. On est toujours tenté de partir dans le troll, dans le rent. Comment on dit le rent? Non. Oui, c'est un rent. Ouais, 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 rent. un rent. Enfin, on a la critique facile là-dessus. Mais l'Europe, avant d'être critiquable, c'était très cool. Et j'aimerais bien qu'on voit un peu ce qui était bien, ce qu'on avait, de là où on part, avant d'arriver sur, effectivement, cette zone un peu grise où on s'est galéré, pour ensuite arriver sur l'espoir. En quoi c'était fou l'Europe, s'il vous plaît? L'Europe, avant même que ce soit intégré comme ça, avant même qu'on commence l'idée de l'Union européenne, c'était des pays isolés et indépendants, qui ont donc une énorme contribution à l'histoire, à la science, à la philosophie, à la culture, etc. Mais c'est vrai que on arrive à une ère aujourd'hui où on est en train de connecter le monde entier et que du coup, on fait face de façon largement plus directe qu'à l'époque à des géants maintenant comme la Chine, par exemple, comme l'Inde ou alors les États-Unis qui sont 350 millions, il me semble, et qui sont un seul territoire, un seul langage, des lois uniformisées, etc., etc. Nous, à la place, on était un patchwork de pays qui, en plus, se sont fait la guerre, 2 guerres mondiales d'affilée au XXe siècle. Et donc, à un moment, il a fallu bien se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Soit on reste fragmenté, ou est-ce qu'on essaie de s'unifier et de trouver un moyen de s'aligner plus ou moins, et de travailler ensemble et de fluidifier un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des lois en commun? Est-ce qu'on peut avoir un marché en commun? Est-ce que notre population peut circuler? Est-ce que les capitaux peuvent circuler? Est-ce que les biens peuvent circuler?
Et voilà, le projet européen, je pense qu'à la base, il est bon, je pense qu'il est nécessaire. Après, on peut avoir plein de critiques à faire sur l'implémentation de l'Union européenne, je pense que j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Mais pour moi, le fait de s'organiser à grosse échelle, on est quand même 440 millions, il me semble, dans l'Union européenne, quelque chose comme ça. Donc on est quand même, on a quand même une certaine force de frappe, on est un énorme marché. Je pense que ce serait bien effectivement qu'on arrive à se fluidifier. En particulier, j'apprécierais par exemple pouvoir travailler avec des gens dans n'importe quel pays, de façon très facile, sans avoir besoin d'ouvrir des filiales par exemple. S'il y avait un moyen de faire ça, d'ouvrir une sorte d'entreprise européenne, ce serait vraiment intéressant. Donc voilà, le projet de l'Europe pour moi à la base, c'est quelque chose qui est plutôt beau, plutôt noble. Euh, et après, il y a plein de questions sur ce que ça veut dire à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'on y perd dans le trade-off? Je pense que peut-être que Martin, tu veux parler là-dessus. Euh, Ouais, bah, enfin, t'as énoncé le problème, quoi. C'est comment tu harmonises et tu homogénéises des peuples différents qui sont dans des pays différents, qui ont quand même toujours des frontières, même si en Europe, en tant qu'Européen, on peut aller où on veut avec des visas permanents et s'installer. Et ça, c'est assez cool d'ailleurs. Mais d'un point de vue d'une entreprise, un petit exemple tout simple, tu vois, moi, j'ai des employés, ils sont en CDI, ils ont une assurance en cas de problème au travail. Et s'ils veulent aller à l'étranger, bah, je peux pas les garder parce que mon assurance les prend pas en charge plus de 2 mois. hmm, Rien que ça, et là, c'est pas en soi, c'est pas l'Union européenne le problème. C'est c'est que les assureurs n'ont pas su développer des contrats et des couvertures qui s'étendent au-delà du pays d'origine. Donc tu as plein de problèmes en fait. Tu vois, c'est très compliqué. La coopération aussi entre les entreprises, tu vois, l'Union européenne, elle fournit pléthore de subventions et d'aides au niveau européen, hein. Je parle pas hmm, de la BPI, par exemple, la Banque publique pour l'investissement en France, je parle vraiment de l'Union européenne. Pour avoir ces bourses, tu dois cocher une sorte de checklist de l'enfer, où tu dois avoir une université, tu dois avoir une entreprise, si possible, qui vienne de l'Est de l'Europe, dans ton consortium. Tu dois remplir tout un tas de critères dépendant de secteur, de type d'innovation, etc. Et en fait, au final, ben, pour une startup, c'est juste inabordable. Il te faut engager 3 consultants qui vont monter un dossier pendant 2 ans, t'entendre avec des gens qui parlent pas la même langue, avec des employés dans tous les sens et des universités, pour au final avoir, je crois, c'est 30, même pas 30% de chances de bénéficier de ton aide, tu vois. Et hmm. ça, ça part d'une très bonne intention, mais c'est symptomatique des difficultés, au-delà des régulations, que tu peux rencontrer structurellement en Europe. Hmm. Je suis d'accord, et ça montre bien la complexité. À mon avis, enfin, c'est vraiment pas un job facile de prendre 25 pays avec des cultures et des langages différents et de les aligner. Loin de là. Euh, l'idée pour moi n'est pas évidemment de dire que ce serait réglé comme ça d'un coup de baguette magique. Mais en tout cas, évidemment, il nous reste beaucoup, beaucoup de défis, de challenges à relever. Mais je pense que voilà, l'Europe, on a des beaux exemples de collaboration aussi entre des pays européens. Alors, je vais inclure l'Angleterre. Je sais qu'elle n'est plus dans l'Union européenne, mais je l'inclus symboliquement. Pour moi, elle est dans l'Europe en termes de continent, de territoire. Euh, mais voilà, on a eu des partenariats hyper intéressants dans l'histoire, que ce soit, je sais pas, le Concorde qui était une affaire entre les Anglais et la France. Et bon, bah, aujourd'hui, 50 ans après, il n'y a toujours pas un avion aussi bien que le Concorde disponible dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est milliardaire, il n'y a pas d'avion aussi bien que ce qu'on faisait en 1970 à l'époque. On est en 2024. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, de voir qu'on a eu des fulgurances quand même assez folles. Quand on voulait collaborer, on était capable de le faire. Le train sous la Manche, c'est quand même génial aussi. Et enfin, tout ce qu'on fait dans le nucléaire en Europe à la base, avant qu'on commence à le démanteler à partir des années 90, et puis suite à Tchernobyl et puis après à Fukushima. Mais à la base, voilà, il y a quand même puis en recherche, hein, il y a aussi de très très beaux projets de recherche qu'on Bah, a eu si tu ensemble. parles du Royaume-Uni, tu as DeepMind qui a notamment bénéficié de subventions de recherche en IA Ouais. de l'Europe, qui est une boîte qui est british, mais qui a été acquis par qui? Par Google.
Donc, au final, Oui. ceux qui viennent harvest un petit peu je crois je sais pas si on en parlait avant ou si on en parlait entre nous, mais tu vois, les talents européens, eh ben, ils quittent l'Europe aussi. Donc, les startups se font racheter, les talents partent à l'extérieur et en plus d'avoir du mal à en produire, on a du mal à les retenir. Donc, ça commence à faire beaucoup, quoi. Merde, je suis pas assez positif, Ben, là. Je te Putain, sens qui veut jamais. je te sens melt. Il est en train de fondre. Martin Mais qui- Ok, je comprends, c'est pas toi qui as trouvé le nom du podcast Charge Positive. Je vois, toi, t'aurais voulu l'appeler Charge Négative, Charge non, Éclate Tout, non, à non, coup de batte de baseball. Batte de baseball, t'aurais dû l'appeler ce podcast. C'est ça que tu veux. Non, mais il faut bien rappeler qu'on est 3 expatriés, donc forcément, on a des réserves sur l'Europe, sur la France, sur tout ça. Après, voilà, je pense qu'on est quand même fiers d'être européens et qu'on y croit fondamentalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait le constat, il y a quand même beaucoup de défis à relever. Je pense qu'il y a une attitude qui doit changer, l'attitude un peu technophobe, un peu frileuse, l'attitude qui consiste à dire ne dérangeons pas trop ce qui est en place. À mon avis, voilà, ça nous met en retard, ça nous met dans une situation compliquée, et ça, il faut que ça évolue pour aller vers un monde justement meilleur, aller vers une Europe qui se positionne bien dans le futur. Moi, j'ai une question, peut-être un peu liée à ça, mais euh, tu sais, la photo du IA Act, là, où ils sont trop contents. C'est une photo un peu célèbre, ils sont tous trop contents d'avoir signé ça et tout. Ouais. Et, euh, et dans cette photo, il y a quasiment que des vieilles personnes, tu sais, très très vieux, qui n'ont pas l'air d'être très impliqués dans le monde de la tech et très au fait enfin très sharp dans leur vision comme on Ouais. peut l'avoir nous. Pourquoi des gars comme nous, on n'est pas là-bas aussi pour donner notre avis? Est-ce que c'est difficile d'accéder à ces trucs-là? Est-ce que c'est incompatible avec nos vies? Est-ce que il faut avoir des diplômes particuliers ou quoi que ce soit? Est-ce que des gars comme nous ne seront pas bien là-bas à donner notre point de vue en fait? mais parce Bah, qu'on n'est pas des technocrates, on est des entrepreneurs. Et mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est en train d'évoluer, cela dit, parce que Mario c'est Draghi a vrai. interviewé des gens comme Levels, par exemple, qui est un entrepreneur de start-up très connu sur Internet et sur Twitter en particulier, quelqu'un qui crée tout par lui-même. Et Levels, voilà, c'est un ami à nous d'ailleurs, donc coucou. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en train d'évoluer. De la même façon, par exemple, l'UNESCO, à un moment, travaillait sur une commission sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme et m'a contacté en privé. Il m'a demandé de faire partie d'une consultation, et cetera. Donc, en ce moment, ils sont en train, je pense, de chercher des gens qui sont très branchés, peut-être plus jeunes, effectivement, moyenne. Mais il faut se méfier. J'ai pas envie de faire de l'agéisme parce que Oui. euh, il y a des gens qui sont plus mûrs que nous. On a que Mhm. 35 ans, là, tous les trois, aux alentours de 35 ans en tout cas. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont plus mûrs et qui ont tout compris à l'IA. En France, il y a des gens un peu plus controversés, mais genre Laurent Alexandre, par exemple, il a fait des bouquins à l'époque qui s'appelaient La guerre de l'intelligence et qui parlait le mieux de l'IA pour moi en France. Yann Lequin qui a inventé une grosse Ouais. partie des convolutional network sur lesquels tout tourne aujourd'hui, hein. Toute l'IA aujourd'hui actuelle repose à la base sur des technologies qu'on a inventées un peu dans les années 90. Alors, il y a eu des changements avec les Transformers et tout. Mais voilà, Yann Lequin français, 90, voilà, un des papas de l'IA qui pourtant n'a pas 35 ans. Donc, nous, Ouais. 35 ans, oui, on est un peu les jeunes utilisateurs, mais j'ai pas envie de faire de l'agéisme. Et en particulier, moi, j'ai envie de vous parler de ça. Il y a un petit bouquin que j'adore euh, qui est écrit par quelqu'un qui a 100 ans. Je sais que ça paraît dingue, je vous en parlerai, c'est George Lovelock. C'est notamment celui qui a trouvé les émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, il a fait le meilleur bouquin sur l'IA que j'ai jamais eu. Et j'en ai lu pas mal, des bouquins sur l'IA. J'ai Mhm. dû en lire une quinzaine. Je parle de bons gros bouquins bien, bien lourdingues. Mais celui-là, c'est peut-être le bouquin le plus intéressant et le plus philosophique que j'ai vu. Et voilà, la personne avait 100 ans. Donc, voilà, il faut se méfier, je pense, de l'agéisme. Mais je pense que voilà, notre place est en train d'arriver au fur et à mesure qu'on mûrit. Quand on aura 40 ans, 45 ans, 50 ans, je pense qu'on va tranquillement rentrer tous dans ces institutions et commencer à faire évoluer les choses. Et puis, j'espère que ce sera à nous aussi d'être plus intelligents et de s'équiper, de s'entourer de plus jeunes que nous. Ouais. À fond. Mais voilà, je me pose cette question parce que je me dis, on la critique souvent, cette belle Europe, et c'est facile de critiquer, justement, de faire ce que je viens de faire, à dire, ouais, ils sont vieux, c'est nul et tout. Mais je me demande, ouais, voilà, pourquoi on n'y est pas, quoi. C'est ça, faudrait peut-être qu'on y soit pour essayer d'agir aussi, et ce serait peut-être plus pertinent. Mais, euh, mais bon.
Bah, à mon avis, Ouais. Ben, il y a quelques têtes qui vont sauter. Tu pourras prendre la place d'un des 270 régulateurs européens. Et pour le coup, j'ai Mais aucune envie de faire ça. C'est ça aussi le truc. ah oui, mais non, mais J'aimerais. après, moi non plus, j'ai pas envie de faire de la politique. Mais après, si tu veux, là, ce qui se passe, c'est qu'il y aura toujours des technocrates parce que c'est un métier aussi de naviguer dans ce type d'organisation qui est l'Union européenne. Mais ce qui est bon signe, et c'est ce que mentionnait Tim, c'est que ils vont s'équiper intellectuellement auprès de gens qui sont aujourd'hui un petit peu originaux. C'est nouveau, tu vois, d'aller qu'un mec comme Draghi sollicite les Vels, tu vois. Et ça, c'est plutôt un très bon signe, en espérant que ce soit le bon timing et que ce soit pas trop tard et qu'on ait le temps de se relever, parce que ça prend du temps, tout ça. Mais moi, je pense que ça va le faire, tu vois. Vu tous les talents qu'on a, il n'y a pas de raison. Bien sûr. Je pense que l'inertie, elle peut sauter très vite, à mon avis. Mm. C'est qu'une question de. Là, aujourd'hui, on est un peu sous une chape de plomb de pas mal d'élites qui sont malheureusement assez dédaigneuses du progrès et de la technologie, je dirais. Et pourtant, des gens qui sont à des Thierry postes. Breton en sueur à l'heure actuelle. Tu nous Thierry, écoutes? Thierry Breton, mais même, je pense au patron de l'IA chez Renault, Mm. effectivement, ou les boss d'Ariane, ou des gens comme ça. Je pense qu'effectivement, des têtes vont devoir tomber bientôt. Il va falloir embaucher des gens qui sont des techno-optimistes, des gens qui ont envie d'accélérer, des gens qui ont confiance dans le progrès et qui ont envie que l'Europe puisse s'insérer et se trouver une place dans le 21e siècle. C'est vraiment, vraiment important et moi, je pense que ça va arriver. Et vous pensez que justement c'est faisable parce que là, à l'heure actuelle, l'Europe ne manque pas de cerveau, ne manque pas de talent. On est des smarts. On se retrouve dans les autres entreprises. Il y a énormément de Français, il y a énormément d'Anglais, il y a énormément plein de gens très stylés qui se retrouvent dans les autres boîtes aux US. Et ils se retrouvent dans ces boîtes-là. C'est simple, c'est parce que ces boîtes-là payent beaucoup mieux. Parce qu'il y a beaucoup plus de thunes là-bas. C'est tout simple. Moi, si je pouvais travailler dans une boîte qui me paye le double de ce que j'ai ici, j'y vais, je pense, assez facilement. Maintenant, est-ce que nous, du coup, même si on enlève un petit peu de régulation, même si on se détend un peu, est-ce qu'on aura assez de thunes sur notre marché, dans ces boîtes de chez nous, pour refaire venir ces talents, pour se dire, tiens, ça paie assez bien par rapport aux US, je reviens ici. Alors, j'ai deux insights par rapport à ça. Le premier, très pragmatique, c'est les montants investis dans la tech par les venture capitalistes, les gens capital risque, donc des fonds d'investissement. En quelques chiffres, si tu veux, en 2018, aux États-Unis, c'était 120 milliards investis par an. Ok. Nous, en Europe, c'était 28 milliards. Maintenant, en 2022, c'est 230 milliards, donc quasiment le double aux US, et c'est 100 milliards en Europe. Donc la croissance entre 28 milliards et 100 milliards, c'est plus de x3, alors que les États-Unis ont simplement doublé. Donc déjà, ça donne une tendance. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est que les boîtes américaines donc, qui ont des valos de plus de 1000 milliards, Google, Facebook, Meta, etc., c'est plus des startups. Moi, j'ai des potes qui travaillent là-bas et ils me disent, on a besoin d'une armée de développeurs pour faire ce que fait Mistral avec une poignée. Mhm. Donc, si tu combines l'agilité européenne, la créativité européenne, les fonds qui commencent à affluer Ouais. dans des proportions qui sont raisonnables, parce que c'est pareil, si tu as trop d'argent, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde met de la thune sur des choses qui sont en vogue, trendy, et ça fait des bulles, et ça te pète à la gueule, et c'est la merde aussi. Donc en fait, ça, c'est deux signes qui sont plutôt bons. Tu vois, quand mon pote chez Meta, il me dit: «Non, mais Marc, tu te rends pas compte, les mecs de Mistral, ils vont 3, 4 fois plus vite que nous». Et donc, en fait, ce qu'ils font en termes de ratio de valeur produite versus investissement, il est nettement supérieur au nôtre. Parce que eux, ils ont vraiment une structure et une agilité de start-up que les boîtes américaines n'ont plus. Et on le voit, Alphabet, sur les IA, sont à la ramasse, tu vois? Mhm. Ils sont à la ramasse. Donc en fait, Et c'est ça leur problème. donc ce que tu dis, c'est qu'en fait justement, on pourrait privilégier une sorte de renouveau déjà avec cet investissement qui commence à grossir de plus en plus dans la tech en Europe, plus le fait que on part d'en bas parce qu'on n'avait pas trop de boîtes, on n'avait pas trop de boîtes
technophile jusque-là. Donc du coup, Ça peut être un avantage si compétitif voilà, important. on lance plein de petites startups avec cet esprit de Gaulois où on est très fort, on avance très vite, on est très stylé. Tu penses que du coup, justement, on a notre coup, on a notre carte à jouer là dans un futur plus ou moins proche. Bah ouais, quand t'es outsider, c'est pas une position qui est forcément mauvaise, tu vois. Mais c'est stylé, Donc Martin. Où est ta oui, et batte de puis, baseball là? mais non, mais j'essaye, Ben, je donne tout là, je donne tout Ok, pour ben te vas-y, continue régaler de sur cet angle-là. positivité, mec. Je t'envoie de la C'est- charge positive autant que Continue. je peux. Ce qui est Non, mais intéressant, j'ai c'est que fini, j'ai fini. je pense qu'on peut le voir, par exemple, si on regarde l'Asie, c'était pas des leaders avant dans la tech. Mais c'est marrant, on est passé du Japon qui a pris un lead à un moment, finalement vers la Corée, puis vers la Chine. Et ça évolue tout ça. Donc la question, c'est est-ce que nous, on est en train de prendre la trajectoire du Japon, c'est-à-dire de s'effacer un petit peu technologiquement, et à mon avis, c'est un peu le cas, ou est-ce qu'on va plutôt faire comme la Corée ou la Chine, est-ce qu'on va s'élever technologiquement et devenir des géants? Mais pour ça, il faut une volonté politique, il faut même que je dirais dans le paysage culturel, il faut que ça change. Il faut que les Européens, en tant que population, veuillent ça. Il faut qu'ils aient une confiance dans le futur, une confiance dans la technologie, le fait que la technologie sera utilisée pour faire le bien. Et aujourd'hui, malheureusement, culturellement, on est un petit peu dans l'inverse. Voilà, parce que là, le seul ingrédient qui nous manque, du coup, pour être des petites startups trop stylées qui prennent des investissements et qui avancent de manière agile, c'est cette régulation surrégulée, enfin, c'est cette surrégulation qui nous Ouais. freine un petit peu. Et c'est pour ça que pour l'instant, on est à deux doigts d'être dans la course, mais on n'y est pas, en fait, c'est ça? Ouais, un exemple que j'ai de régulation que j'ai vécu personnellement. Quand à l'époque, je commence à réfléchir à créer un studio de jeux vidéo, donc il y a plus de 10 ans. Je commençais à peine à bidouiller avec l'idée, je rencontrais des gens, des programmeurs dans le monde, et cetera, et cetera. Je demande en France à des officiels français, leur dire comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des circuits déjà en place? Comment ça fonctionne? Et à l'époque, il y avait un truc qui était énorme, je parle de à peu près genre 2013, 2012, 2014. Et à l'époque, j'apprends du coup que Kickstarter, sur lequel je comptais pour lancer mon affaire, Kickstarter était illégal en France. Et ça m'a tué parce que moi, je finançais énormément de choses via Kickstarter en 2012. Je finançais des Canadiens, je finançais des Américains, je finançais plein de petits trucs, de petites innovations, de petites initiatives assez cool. Et d'un coup, moi, je peux pas le faire. Et là, je me dis, mais waouh, je suis dans un pays. C'est quoi ce délire? Pourquoi? C'est quoi le danger? Quel est le danger? Pour moi, le problème, c'est ça, c'est qu'en Europe, on a un peu cette attitude de tout est illégal par défaut. Et on préfère ouvrir les vannes après, une fois qu'on a vérifié que ça va. Moi, ça me gênerait pas que ce soit légal par défaut et que si on voit qu'effectivement c'est nocif, hop, 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 on intervient. Je pense que les 2 attitudes donnent des outcomes complètement différents sur la vélocité de ta civilisation. Mais surtout que le fait de réguler en amont, dans un contexte où l'évolution de la technologie que tu régules évolue plus vite. Alors, je prends l'exemple de l'AI Act. Mmh. Ça leur a pris je sais pas combien d'années de pondre leur truc. Sauf que, du coup, quand ils ont pondu leur AI Act, ils partaient de la technologie qu'il y avait en 2020, par exemple. Et ils Mmh. le pondent en 2024, par exemple, là où la technologie, entre-temps, elle les a pas attendus. Et donc, en fait, on se trouve avec des régulations complètement absurdes dans les AI Act, notamment, il y en a où c'est assez parlant. À l'époque, les IA, les modèles d'IA, vous savez, c'est relativement opaque. Ok. Mais si on veut faire utiliser l'IA pour de la médecine, du diagnostic, ce genre de choses, on ne peut pas se permettre de ne pas comprendre le modèle. Ok. Donc on ne peut pas se permettre qu'il n'y ait pas une transparence algorithmique ou ce qu'on appelle d'explicabilité de l'IA. De pouvoir revenir à l'envers pour comprendre pourquoi l'IA fait ce diagnostic médical. Ça, c'est un truc qui n'est pas concevable dans l'application de l'IA dans la médecine. Il y a d'autres applications, on s'en fout complètement et on prend des modèles qui sont complètement opaques et il n'y a pas de souci. Mais en médecine, par exemple, c'est éthiquement, c'est mort. Ok. Et bien donc, du coup, ce que fait les AI Act, c'est que lorsqu'ils ont conçu leur texte, la transparence algorithmique et l'explicabilité, eh ben juste, ça n'existait pas. Donc du coup, le truc sort et toutes les startups qui veulent bosser en médecine et donc qui utilisent ces modèles d'explicabilité sont hors cadre. Donc c'est un exemple concret de comment tu tues
ton secteur avec une régulation qui et ne va pas au même rythme. Parce que d'une part, ils sont lents et d'autre part, ils sont peut-être, alors je m'avance un peu, mais incompétents face aux gens qui construisent les IA. Et ça c'est dingue, quoi. C'est très grave. Alors, mes excuses, petite pause dans le podcast, puisqu'il semblerait que sur cette dernière séquence, je n'ai pas été suffisamment clair et précis. Donc on va un petit peu revenir très rapidement sur mon exemple, sur l'AI Act et la réversibilité des diagnostics AI. En gros, ce qui est important de comprendre, c'est le besoin de réversibilité dans les diagnostics AI. Pourquoi? On parle beaucoup de la réversibilité parce qu'elle est essentielle pour les diagnostics médicaux. Les patients, les professionnels de santé, ils doivent pouvoir comprendre comment une décision est prise par une IA. Et surtout, ils doivent avoir la possibilité de corriger le diagnostic s'il est erroné. C'est une question de sécurité, de confiance des systèmes d'IA. Si un diagnostic il n'est pas réversible, on peut ni l'expliquer, ni corriger les erreurs, et c'est inacceptable dans un domaine aussi critique que la santé. Donc c'est complètement normal qu'il faut qu'il y ait un contrôle là-dessus. Le problème de timing avec les Act, c'est que les Act, il a été rédigé en 2021, et peut-être conçu même avant 2021, à une période où les technologies d'IA explicables et réversibles, elles étaient complètement balbutiantes. L'obligation imposée par le texte, du coup, elle est légitime, on vient d'en parler, mais les technologies, elles n'étaient pas prêtes pour répondre à ces exigences de manière efficace et surtout scalable. Donc le résultat, c'est qu'on impose une réglementation très stricte, alors même que l'innovation dans ces domaines est encore en pleine évolution. Ensuite, une conséquence de cette approche, je vais dire trop précautionneuse, c'est que le problème, c'est que cette approche, elle freine radicalement l'innovation. Les entreprises qui développent des systèmes de diagnostic basés sur l'IA se retrouvent face à des coûts, des contraintes de conformité tellement élevées qu'elles peinent à innover. On ralentit non seulement la mise sur le marché des technos, qui pourra améliorer la médecine, mais on décourage aussi les nouveaux entrants sur le marché, à savoir les jeunes startups. Si on se compare à d'autres régions du monde, évidemment, comme d'habitude, les États-Unis, Chine, qui ont des approches beaucoup plus flexibles, on voit que l'Europe risque de se retrouver, encore une fois, à la traîne sur un truc qui est quand même assez crucial, hein, la santé. Et on va se retrouver obligé de quoi? D'utiliser des technos américaines et chinoises. Là-bas, les entreprises, elles ont beaucoup plus de latitude que nous pour innover, ce qui les met en position de force sur des marchés qui eux aussi sont assez gros. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc en Europe, à cause de cette lourdeur réglementaire, on va ralentir. Conclusion, l'AI Act, bien qu'il ait été conçu pour protéger les citoyens, il est aujourd'hui beaucoup trop strict, et voire anachronique par rapport à l'évolution des technologies d'IA. Ça résulte une approche beaucoup trop précautionneuse de mon point de vue, hein, et qui freine l'innovation dans des secteurs où les avancées technologiques pourraient faire des bonds en avant et faire une différence énorme. Et en particulier, là, je prends l'exemple des diagnostics médicaux. Moi, je pense qu'il est urgent d'ajuster cette réglementation pour éviter qu'on se retrouve, comme d'habitude, en décalage. Voilà, fin de cette parenthèse. C'est un peu ce problème de. Il y a une sorte de jeu du chat et de la souris entre la tech qui évolue à une vitesse hallucinante, derrière la régulation qui essaie de catch-up, ou voire même de prévenir en avance la chose. Mais effectivement, quand le périmètre est encore flou, comment réguler quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien? Et je veux dire, l'IA, c'est quelque chose qui évolue tous les 6 mois, voire tous les mois, voire toutes les semaines aujourd'hui. Comment réguler ça? C'est un target, une cible mouvante. Donc, je pense que ce qu'il faut, il faut accompagner l'IA, et si on voit des usages qui sont mauvais, dans ce cas, on intervient. À ce moment-là, on peut spécifiquement taper là. Mais à l'avance, mettre des murs, c'est pour moi se priver de beaucoup de possibilités qu'on n'a même pas encore imaginées. Et donc, il faut l'iPhone vraiment 16. faire attention à ça. C'est de se priver Voilà, de, À l'iPhone 16, c'est se celle-là, elle priver est pas mal, ça. de beaucoup Et de très bon possibilités exemple. et de l'iPhone Cette semaine, 16.
Cette semaine, l'iPhone 16, effectivement, est annoncé chez Apple et il est amputé de nombreuses features importantes comme la De nouvelle tout ce qu'on Apple attendait. Intelligence. Et donc, ça sert à quasiment rien d'acheter un iPhone 16 en Europe aujourd'hui par rapport à un iPhone 15. C'est pas vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc, c'est qu'on a un principe de précaution qui est poussé à l'extrême en Europe. Et je peux comprendre, hein, c'est pas mal, mais c'est un peu comme, je sais pas, si on est des parents et qu'on est trop précautionneux avec ses enfants, qu'on leur laisse pas expérimenter dans le monde et se vautrer et se faire un peu mal, apprendre de leurs propres leçons, c'est pas sain, tout simplement. Et je pense que on doit faire un peu plus confiance aux choses. Et voilà, on pourrait parler, par exemple, des freins à la recherche qu'il y a eu sur tout ce qui était l'édition génomique, la génétique. CRISPR, c'est une technologie qui, euh, qui est absolument hallucinante, mais tout est ralenti en Europe sur CRISPR. Et il a fallu attendre le Covid pour que finalement on se dise, oh là là, il y a urgence, allons-y. Mais c'est une technologie qu'on a dispo depuis des décennies. Et c'est terrible en fait, parce que ça fait des décennies fondamentalement qu'on aurait pu résoudre des tas de maladies, des tas de problèmes, si on n'avait pas été si frileux par exemple autour de CRISPR. Et on peut aussi parler de la frilosité des OGM. On pourrait effectivement, les OGM aujourd'hui sont dépeints comme quelque chose de mal, de mauvais, parce qu'on a tous l'exemple de Monsanto en tête, on avait abordé le sujet dans l'épisode précédent. Mais les OGM, ça peut être utilisé pour faire des plantes qui consomment moins d'eau, tout simplement. C'est pas obligé d'être possédé par une entreprise privée qui va mettre des sortes de DRM sur ces plantes. On peut Oui, très mais bien les faire ça. arguments aussi, c'est la prolifération de gènes mal faits qui viendraient comme ça, par effet boule de neige, détruire l'ensemble de la nature et de l'humanité, tu vois. Derrière ça, il y a des peurs alimentées par des discours qui sont tu vois, qui sont assez forts, tu vois, et qui touchent les gens et qui les terrorisent, quoi. Ouais, ça me Et ça, rappelle l'heuristique de la peur dont tu parlais. oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'on donne beaucoup la parole à ceux qui, aux pessimistes, quoi, et pas à ceux qui créent la technologie. Et aussi parce que, mais juste à un moment donné, tu vois, tu parles de CRISPR ou toutes les technologies autour de l'ARN messager, c'est une plaie à comprendre, tu vois. C'est conceptuellement, c'est compliqué. Si tu veux des vidéos de vulgarisation, je m'en suis collé. Franchement, j'ai du mal à comprendre, quoi. Et ouais. Ouais. Alors Mais que ça me passionne, tu vois. Donc c'est. Et ça montre l'importance que le type de personnes politiques dont on a besoin aujourd'hui, la technologie aujourd'hui, c'est plus un sujet à part qu'on doit traiter à part. La technologie touche tous les domaines. On peut pas juste l'ignorer et dire ah moi la technologie ça m'intéresse pas, je fais que de la politique. Non, la politique aujourd'hui doit s'intéresser à la technologie, elle n'a pas le choix parce que tous nos aspects de nos vies sont bouleversés par la technologie, comme par exemple la façon dont les gens se rencontrent, comme on en avait parlé dans l'épisode précédent. Donc il faut aujourd'hui des politiques qui ont une éducation technique, scientifique, technologique, c'est essentiel. Et on ne peut pas avoir des gens qui ont juste fait de la politique, ce n'est pas possible. Il faut comprendre les enjeux aujourd'hui. Si on ne comprend pas les enjeux, par exemple, un bon exemple. Il faut un Mesmer, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, ouais, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Macron, par exemple, quand il arrive, au début, il comprend pas très bien le nucléaire, il a pas vraiment de stratégie, il comprend pas vraiment comment la France s'est positionnée avec d'un côté l'énergie propre sans CO2, et du coup on fait des trains qui vont avec les TGV. Et du coup on devient leader mondial sur le sujet à l'époque. Dans les années 70, poum, on construit tout ça, incroyable, on a le train le plus rapide du monde, fou, et qui en plus ne pollue pas. Donc génial. Mais Macron arrive du coup en 2017, et ce qui est dingue, c'est que du coup, il ne comprend pas cet atout stratégique parce qu'il n'a pas d'éducation scientifique ou technique. Et du coup, Fessenheim est fermé sans faire de bruit. Tout le monde s'en fout. Enfin, il y a eu quelques illuminés qui ont dit non, mais c'est honteux de fermer Fessenheim. Et aujourd'hui, Macron, justement, se réveille par exemple avec l'ouverture du dernier réacteur EPR et maintenant le célèbre. Donc, entre-temps, ça y est, il y a eu un réveil, il y a eu un sursaut. Heureusement, c'est en train d'évoluer. Les politiques sont en train de se rendre compte que cette technologie qui a été construite par nos ancêtres, qu'est-ce qu'elle nous est utile et qu'on ferait bien aujourd'hui de se reconnecter à cet esprit-là. Il y a, je pense à une intervention d'Yves Bréchet que j'ai vue, je crois à la télé, je sais plus où, qui est Yves Bréchet qui était un des hauts commissaires au nucléaire, je crois. Enfin bon, un ponte du nucléaire, un grand scientifique. Et ce qui l'inquiétait le plus, il disait c'est normal, voire même c'est attendu que les politiques
soit des billes sur la technologie, et en particulier le nucléaire. Mais ce qui l'inquiétait énormément, c'est que aujourd'hui, c'est pas que les politiques qui touchent pas, qui touchent rien à ça, c'est aussi leurs conseillers, qui Mmh. eux sont censés être des experts. Et donc, on revient un peu au truc qu'on se disait, c'est que c'est quand que ce sont des gens comme nous, ou des gens, si possible, plus compétents que nous et très spécialisés, qui conseille à nouveau les politiques. Et ça, ça m'avait marqué ce qu'il avait dit. Parce que tu vois à quel point l'ignorance s'ancre loin dans l'appareil politique. L'ignorance ou la peur aussi d'aller à l'inverse de certains courants de pensée aussi. Parfois, Non, je je... pense que c'est de Ouais. la facilité, de la bêtise, c'est même pas de la peur, parce que tu vois, ils y reviennent. On va en réouvrir des centrales, tu vois. Ouais. C'est juste que c'était confortable. T'as eu le plan Mesmer, tout était fait, tout fonctionnait. On avait une compétitivité incroyable grâce à l'énergie nucléaire. Alors, c'était incroyable. Et puis, ben, tu t'assois là-dessus et t'as plus rien à faire. Donc, tu deviens mou, tu deviens moins smart, moins agile, parce que t'as plus besoin. Et là, bah, ça se réveille, tu vois. Donc sur les trucs où on se réveille, c'est fait la transition vers la dernière partie, qui est rendre l'Europe technologique et compétitive. Parce que suite au rapport de Mario, il y a eu pas mal de choses qui ont été proposées, qui ont été assez smart. Ça serait pas mal qu'on fasse un petit tour dessus. Moi, il y en avait une en particulier que j'avais trouvé assez cool. Je me lance sur la seule qui a attiré mon attention parce que j'ai pu la rattacher à un de mes problèmes concrets en fait actuellement avec mon business. Voilà, je peux illustrer tout ça, je suis trop heureux. En gros, il y avait une règle qui dit, enfin, il y avait une proposition qui disait, bah, pour les business qui font moins de tant de chiffre d'affaires par an, peut-être 1 million ou 10 millions, je sais plus, foutez-leur la paix avec toutes ces régulations un peu compliquées. Moi, là, actuellement, avec mon SaaS, le projet que je suis en train de faire, il y a une feature qui est vraiment killer feature, quoi, que j'adorerais sortir, c'est vraiment ça que les clients attendent, etc. Elle est prête, elle est codée, elle est nickel, mais je ne l'ai pas encore déployée parce que une petite partie de moi se chie dessus. Je suis en train de me dire, c'est peut-être pas RGPD friendly ce bazar, et je suis terrorisé qu'on me tombe dessus là-dessus et qu'on me dise, mec, t'es un monstre, t'es pas RGPD friendly, crève quoi. Et donc du coup, ça, effectivement, bon, c'est pas très grave. Je ne remplis pas mon frigo avec ce sas pour l'instant, donc j'ai le temps. Et le jour où je me plonge vraiment sur cette question, je vais le régler le problème, mais on voit qu'il y a cette petite friction déjà. Moi, ça me refroidit un petit peu. La feature, elle serait déjà en ligne depuis longtemps s'il n'y avait pas ça, en fait. Donc, voilà. Un des trucs qui serait pas mal, c'est ça. Et il y a plein d'autres propositions comme ça. Et je vous laisse enchaîner sur d'autres propositions et rebondir sur ce que je viens de dire, si vous en avez envie. Pour moi, justement, Mario Draghi donc, a consulté Levels, et je pense que Levels a fait une liste de recommandations que je trouve franchement extrêmement intelligente et assez mesurée. Mais dans celles qui me plaisent beaucoup, évidemment, il y a le fait que je pense qu'il faut foutre la paix aux boîtes tant qu'elles sont petites. C'est-à-dire que tant qu'une entreprise n'a pas encore fait 100 millions de dollars, il n'y a pas besoin de la plomber avec de la compliance et des régulations, etc., etc. Parce qu'elle n'est pas encore vraiment dangereuse, elle n'a pas encore un énorme impact sur le monde. Donc à ce stade-là, on ferait mieux de les laisser se développer. Et parce que tout simplement, quand on est une start-up et qu'on n'est que 20, 25, 30, 50, il vaut mieux que chaque employé soit à fond sur la tâche, à fond sur la vraie valeur de la boîte. Et que plus on crée du boulot au sujet du boulot, c'est-à-dire du HR qui prend un temps de fou, de l'administration qui prend un temps de fou, de la compliance qui prend un temps de fou, tout ça, ça nous bouffe de la bande passante mentale. Et donc, du coup, on a moins de bande passante à allouer tout simplement à comment j'améliore mon produit et comment j'accélère, et comment je vais plus vite et comment je fais mieux que les concurrents. Et donc, encore une fois, c'est de la friction qu'on rajoute pour ralentir nos entreprises. Donc pour moi, il faut fluidifier tout ça, effectivement, en foutant la paix aux boîtes quand elles sont encore petites et jeunes, et encore une fois, venir intervenir au cas par cas quand on voit des abus. Et après, à mon avis, à partir de 100 millions, on peut commencer à avoir des cas plus généraux, parce que là, normalement, il y a une taille qui permet de comply sans que ça ait un gros impact sur le business. Ouais, tout à fait. Pour moi aussi, une autre mesure hyper importante, évidemment, c'est d'unifier le marché européen. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, si je veux embaucher quelqu'un en France ou en Espagne, c'est très compliqué. Je dois faire 2 filiales chacune.
qui chacune vont devoir comply chacune avec des taxes différentes, avec des interlocuteurs différents, avec des assurances différentes, des mutuelles différentes. C'est une tannée. Et je rêverais, moi, tout ce que je veux, fondamentalement, c'est pas très compliqué. Il faudrait ce qu'on appelle une API. Pour ceux qui savent pas, une API, c'est ce qui permet à 2 services de communiquer en ligne, généralement. Enfin, pas forcément en ligne d'ailleurs. Mais 2 programmes, en tout cas, de communiquer via une sorte d'interface hyper standardisée. C'est simple, tout ce que je veux, moi, c'est déclarer un pays. Je veux embaucher telle personne pour telle durée, pour tel argent par mois. Voilà. Combien je dois et à qui. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et fournissez une API et même unifiez ça à l'échelle de l'européenne. Permettez-moi tout simplement d'embaucher un Européen, pas un Français, pas un Espagnol, pas un Allemand. Je veux embaucher un Européen. Je veux un clic, je bosse avec un mec en Pologne, un mec en Suède, un mec en Italie, parce que c'est les meilleurs. Et là, tu peux le faire avec le freelancing, ça, mais tu peux pas le faire. Et non, oui, pour mais ta boîte, quoi. alors en freelance, très bien, mais moi je Mais- peux pas travailler en freelance pendant 3 ans avec quelqu'un, parce que c'est illégal, Ouais. ce serait du salariat C'est déguisé. illégal, Ben. Ouais. J'entends. Et donc sur des projets plus longs comme le mien, c'est pas possible. Donc malheureusement, tu as raison, le freelance serait une solution court terme, mais en fait, fondamentalement, je peux pas le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui complique énormément. Par exemple, moi, pour créer mon projet, j'ai besoin de trouver les meilleurs pixel artistes du monde, et autant te dire qu'ils sont pas tous à Londres, loin de là. Et que si je veux bosser avec les meilleurs pixel artistes du monde, déjà, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques centaines dans le monde, et du coup, j'ai envie de bosser avec eux là où ils sont. Mais j'ai besoin de bosser avec eux sur plusieurs années, en fait. Et donc, voilà, voilà un peu le problème. Donc pour moi, ça, c'est un problème qu'un Américain n'a pas. Un Américain, il peut embaucher n'importe quel Américain partout. Sur 300 millions de personnes, il n'y a pas de problème. Un Chinois peut embaucher n'importe qui sur leur territoire. Il peut puiser dans dans une population de 1,4 milliard, je Ouais. crois, ses talents. C'est Moi, si je exactement veux, ça. si je veux chercher mes talents, le territoire est beaucoup plus restreint. Ouais. Donc, voilà, c'est une mesure pour moi ultra importante. Il faut y aller le plus vite possible. Il faut que embaucher des gens, quel que soit le territoire, il faut que ce soit extrêmement simple. Il faut que ça prenne pas la tête. Il faut que je dise, je veux bosser pourtant. Est-ce que tu es d'accord? Il y a un contrat standardisé, blablabla. Et c'est fait, quoi. Et ça, il y a un monde, il y a une éventualité où ça peut arriver, où les pays vont réussir à se mettre d'accord, où l'Europe va réussir à imposer ça dans des délais assez ok, développer les systèmes informatiques qui va unifier Bien autant de sûr. pays, etc. Moi, j'en rêve. Il y a Hein. déjà des trucs, mais Ben, il y a déjà des trucs qui marchent hyper bien un peu sur ce modèle. Bon, déjà les visas. Moi, un truc, par exemple, qui me facilite vachement la vie, c'est que moi, je suis entre l'Espagne et la France, et parfois Londres, mais surtout Espagne-France. J'ai mon téléphone, mon forfait fonctionne à l'identique Ouais. en Espagne et en France. Ça, c'est trop bien, cette Et, règle de et là, l'Europe. pour le coup, GG. tu mets en place, tu vois, tu mets en place des, tu dois utiliser, tu vois, pas mal de choses qui sont physiquement implantées dans les pays, qui appartiennent à des holdings et puis à différentes entreprises, etc. Et ça marche, tu vois. Et j'ai zéro problème, tu vois. Donc, et ça, je trouve ça mortel. Donc, c'est 100% possible. Il faut juste que ils disent, bah ouais, Faut ça la fait volonté. partie de notre roadmap, let's go. Et voilà, et ce sera Techniquement, fait. Et techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, regardez Oui. Revolut, par exemple, ou toutes les banques en ligne modernes. Ce qu'elles font, c'est un peu ça déjà. Quand on dit je veux dépenser des couronnes suédoises ou du baht thaïlandais, c'est pas très compliqué. Littéralement, pour nous, c'est un clic, mais en vrai, en background, ce qui se passe, c'est qu'ils ouvrent un compte en banque pour toi avec une banque locale, etc. etc. Tout est géré, mais c'est invisible pour l'utilisateur. Mhm. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Ce que je veux, c'est que quand je recrute quelqu'un, j'ai des entrées hyper simples et des sorties hyper simples. C'est-à-dire, voilà l'argent, voilà la durée, voilà les termes du contrat. Et après, tout ça, c'est dispatché en background dans le bon pays, selon les trucs, ça va dans la mutuelle et tout, ça me concerne pas. Et dès qu'on simplifie ça va nous changer la vie, voilà. Et pour avoir des actionnaires qui sont à la fois espagnols, à la fois français, pouvoir avoir des investisseurs aussi de différents pays, quand tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus direct, déjà, on va énormément accélérer le monde. Mm. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une estimation que la friction administrative, elle coûte 4% de la croissance ou du PIB, il me semble, du PIB. Du PIB. Elle coûte Donc- 4% du PIB et elle coûte 10 points ou 15 points de growth, de croissance potentielle pour les boîtes. J'espère que je dis pas de bêtises, mais C'était c'est dans ces ces ordres de eaux-là. grandeur, quoi. C'était dans ces Ouais. eaux-là. Donc effectivement, voilà, c'est faisable. Techniquement, il n'y a rien qui est impossible. Effectivement, et comme l'a dit Martin, quand on le veut, c'est complètement faisable en Europe. L'Europe, quand elle veut, elle peut se coordonner très vite. On l'a vu pour la réponse à Poutine, par exemple, avec l'Ukraine. Quand on veut se coordonner rapidement, on y arrive.
Pareil, la réponse au Covid a été relativement rapide, relativement impressionnante, plus rapide que ce que les scientifiques et les experts pensaient à la base. On n'imaginait Mhm. jamais qu'en 9 mois, on aurait des vaccins. Alors, ça a été aussi vachement aidé par les Américains, etc., mais c'est faisable. Voilà. Et je pense que juste, il faut qu'on accepte que le rythme de notre civilisation doit s'accélérer drastiquement. Parce que le monde évolue beaucoup trop vite Mhm. et on peut plus avoir une sorte de vieux système qui s'envoie des fax à l'ancienne, etc. C'est pas possible. Il faut qu'on accélère tout. Faut qu'on passe la seconde, quoi. Et Vraiment. pareil pour nous dans ce podcast. Donc du coup, ce que je propose pour finir cette section, c'est de se faire un petit speedrun sur les autres règles, enfin les autres propositions intéressantes dans cette liste-là. Il y en a un petit paquet, sans s'arrêter des heures sur chacune d'entre elles. Mais ça vous dit de les lister un petit peu ou pas du tout? Bah, vas-y, si tu les as. Bah, moi j'ai des sous les yeux, mais est-ce que vous avez des notes vous sous les yeux aussi? Ce serait pas mal. Vous disiez, vous Moi, aviez j'ai plein de noté. notes, mais Speedrunner, allez, let's go, tu peux le faire. Vas-y, non, je t'en prie, speedrun, Ben, Il y speedrun. avait, C'est ton moment. vous disiez qu'il y avait l'absence d'un véritable équivalent européen au Nasdaq. Ouais, Quelques. c'est moi qui ai écrit ça. Ouais. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les États-Unis sont très forts pour. Encore une fois, comme c'est un marché unique, ils peuvent tout rassembler assez facilement. Nous, on n'a pas d'équivalent là-dessus qui permet de miser sur toutes les boîtes en même temps européennes. Alors, c'est en train d'arriver. C'est vrai qu'il y en a, il y en a qui ont ouvert il y a même 2 ans. C'est tout neuf, c'est en train de se faire, mais ça n'a pas encore la réputation du Nasdaq ou du S&P 500. On n'en est pas encore au même niveau. Et donc, il est temps, je pense aussi pour l'Europe, d'avoir une vraie place énorme sur les marchés financiers et de mieux se structurer, de mieux s'organiser en fait. Fine. La refonte du cadre réglementaire. Là, tu as marqué une adoption d'une approche Innovation First, Regulation Later, ça t'en a déjà parlé, mais aussi la création de sandbox réglementaires à l'échelle européenne. Qu'est-ce que tu entends par là? Une sandbox, c'est un bac à sable. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des zones, des secteurs technologiques où on peut faire des exemptions pour les accélérer. Par exemple, sur l'IA ou des choses comme ça, ou par exemple, je sais pas, si on a besoin de développer le cloud de façon extrêmement rapide en Europe, si on a besoin en 5 ans, il suffit de créer un sandbox pendant 5 ans, et pendant 5 ans, on lève un tas de régulations, un tas de taxes, etc., pour stimuler un secteur comme on le souhaite et l'accélérer. Et donc, D'accord. partout où on est en retard, pour moi, il y a moyen en fait de créer des exemptions temporaires dans lesquelles, d'un coup, on peut se permettre de jouer. C'est un bac à sable, donc on peut se permettre de prendre des risques, de bousculer un peu les choses et de voir ce que ça donne parce que le payoff peut potentiellement être énorme. Je vois. Ouais. J'ai un peu du mal à visualiser. Enfin, ces régulations, si elles sont là, j'imagine on peut pas les faire sauter aussi facilement parce que ça voudrait dire que finalement on s'en fout un peu de ces régulations alors qu'elles sont là pour une raison. Donc j'ai du mal à voir comment on peut les faire sauter aussi. Mais après, elles sont là pour une raison, mais on a démontré qu'elles sont parfois absurdes, outdated, etc. Ça, Donc, je suis en fait, d'accord, mais l'Europe, c'est- ça voudrait dire qu'elle admet ça, qu'elles sont absurdes ou outdated, et c'est pas Mais dit qu'elle elle l'admette ce l'admet. truc. Mario Mario Super Draghi. Mario Draghi Ouais. l'admet. Ouais. Donc en fait, on est déjà un peu là-dedans. Il va se passer une bataille, je pense, au niveau européen, au Parlement ou enfin dans les institutions, entre ceux qui vont se ranger du côté de Draghi et les autres. Mais ouais, il suffit de l'admettre et de bouger. Encore une fois, c'est une question de volonté. Et les solutions, tu vois, Tim en propos, là, on mentionne une. C'est pas la mort, quoi, à mettre en place. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que je pense vraiment d'ailleurs que ce rapport de Mario Draghi, à mon avis, lance soudainement une sorte de guerre culturelle au sein de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire une guerre entre justement les accélérationnistes, les techno-optimistes versus ceux qui veulent freiner, ceux qui veulent peut-être même décroître. Voilà. Et je pense qu'il était temps de poser cette conversation sur la table. Il était vraiment temps de la mettre et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est des visions du monde, c'est une vision des choses, une vision de l'organisation politique totalement différente. Comment on s'organise à 300 ou 400 millions ensemble? Pour ça, il faut une sorte de modèle de vision de société. Et donc, il faut qu'on s'accorde un petit peu là-dessus. Donc, c'est important. Je pense que ce rapport va marquer un point pour moi dans l'histoire de l'Union européenne, parce que justement, c'est le départ d'une nouvelle branche, je dirais, idéologique. Et qu'il était temps qu'elle se manifeste ici, parce que les Américains l'ont manifesté depuis plusieurs années.
Et nous, il est temps que ça arrive. Vraiment, vraiment. C'est très bien, c'est justement, je voulais arriver un peu à une conclusion un peu semblable, je voulais revenir pour finir sur ce rapport de Mario. Je retiens jamais son nom de famille, hein. Vous remarquerez que je l'appelle toujours Mario, hein. Oui. Draghi, je sais plus, Mario Draghi. Draghi. Euh, Justement, est-ce que là ça fait un petit peu de bruit, ça nous fait plaisir de voir ce rapport arriver, mais est-ce que finalement on va le foutre à la poubelle, et on va s'en foutre complètement, ou est-ce qu'il va y avoir il va avoir un réel impact sur le futur de l'Europe? Et j'aimerais bien qu'on Bah, conclue là-dessus. je pense pas, parce que déjà, le rapport, il a été, si je me souviens bien, il a été commandité par von der Leyen. Oui, tout à fait. Donc, déjà, tu vois, tu as une volonté à assez haut niveau de disposer de ce rapport. C'est pas comme s'il était venu s'imposer. Donc, et il a été demandé il y a 1 an. Donc, tu vois, non, je pense que. Et puis, Après, c'est aussi le jeu de la démocratie et je veux dire de l'expression de la démocratie à travers la parole, les médias. Nous, on va participer je pense, à promouvoir ça. On va voir ce que font les autres. Il y a je ça pense aussi, quoi. que je suis d'accord avec Martin. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut considérer que ce rapport comme la première arme rhétorique. Je dirais qu'il y a une sorte d'acceptabilité sociale en Europe. Parce que avant, si on se définissait dans une boîte comme un techno-optimiste ou un accélérationniste, je pense que c'était pas forcément bien vu, particulièrement par les officiels. Mais maintenant, ce discours existe. Dans les plus grandes institutions européennes, ça y est, maintenant, les termes sont posés. Et donc, je pense que ce rapport, maintenant, va être mentionné dans un tas d'études, dans un tas de comités d'entreprise, Oui. pour décider leur stratégie à long terme. Ils vont dire, oui, mais regardez le rapport Mario Draghi, regardez ce qui se passe. Donc, ça lance un mouvement, tout ça. C'est une lame de fond qui, en plus, va s'exprimer effectivement dans les médias. Et c'est bien, je pense que ça peut former un déclic. C'est peut-être l'impulsion qu'on attendait finalement pour tous se sentir justifiés. Oui, comme je disais plus Euh, tôt, ça cristallise un petit peu cette pensée que jusque-là, si on en parlait avant ce rapport, on pouvait dire bon, vous faites chier les accélérationnistes, ou vous faites vous êtes ouais, vous êtes névrosés, vous êtes merde le mot. Vous êtes dangereux, Non, mais vous êtes contre nature. Ouais. ah ouais. vous êtes endoctrinés, voilà, dans ce truc. Et là, maintenant, le fait d'avoir ça, effectivement, ça donne un petit peu de substance et ouais, de consistance un petit peu à ce mouvement et à ces idées-là. Elles sortent pas de nulle part. Ce n'est plus une intuition. Est-ce qu'on peut dire que c'est prouvé ou ça reste un rapport et ce rapport ne prouve rien? Qu'est-ce que... Bah, Non, c'est prouvé. c'est prouvé. C'est prouvé parce que je pense qu'il suffit d'observer encore une fois, comme on l'avait dit, les différentes datas qu'on avait mentionnées au tout début. Il suffit de voir la réalité des choses en face. Vraiment, la réalité, elle n'est pas compliquée à voir et observer. Elle est là. Si on regarde effectivement les plus grosses valuations depuis 50 ans, bon, bah, on comprend vite fait où on se positionne. Et donc, c'est important de comprendre pourquoi. Je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est vraiment important de comprendre pourquoi la croissance est nécessaire. D'accord? Pourquoi il faut grossir vite? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui disent: «Mais ça sert à quoi la croissance? 3%, moi ça m'affecte pas». Mais si on n'a pas de croissance, le monde en fait c'est un gâteau. Et ce gâteau s'il grossit pas, c'est qu'une question de comment on se le partage. Voilà. Et donc du coup, si quelqu'un a une plus grosse part, ça veut dire que moi j'ai une plus petite part. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un zero sum game. C'est un jeu à somme nulle. Et c'est une pensée qu'ont beaucoup de gens. Et l'autre pensée justement, la pensée de la croissance et la pensée accélérationniste, c'est d'avoir justement des jeux à somme Souvent, infinie. c'est les C'est-à-dire que gens, d'ailleurs, Tim, pardon, les gens qui pensent ça, c'est ceux qui ont une grosse part du gâteau, généralement, initialement. c'est vrai. Et donc, ce qu'il faut imaginer plutôt, c'est que le gâteau aujourd'hui que nous, on est en train de se partager, il est 1000 fois plus gros que le gâteau qu'avaient nos ancêtres il y a 300 ans. On a tous une quantité d'énergie disponible, une quantité de savoir, d'éducation, de culture à portée de main qui est hallucinante. Et pourquoi? Parce que le gâteau a grossi de façon hallucinante. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça change complètement la façon qu'on a d'un coup de collaborer et de coopérer, parce que d'un coup, ton succès ne se fait pas à mon dépens. Si tu as une plus grosse part, moi j'ai pas une plus petite part. C'est le gâteau grossit. Et c'est ça la croissance. C'est pour ça que la croissance, c'est quelque chose qui est sain et nécessaire. Et donc, pour moi, Si tu veux un l'accélération. autre mot, pardon, pour aussi qui est parlant, parce que la croissance, Hmm, c'est pas forcément parlant, c'est la création de valeur. C'est-à-dire oui, que une entreprise, elle génère de la croissance par de la création de valeur. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'existait pas et maintenant ça existe. Heu et heu et donc c'est cette création de valeur qui a décéléré très fortement en Europe et ce qui fait qu'on se retrouve avec, par habitant, la moitié de ce qu'ont, les Américains.
qui tu n'était pas le vois, cas en d'ailleurs. termes Il y de a dans les années ce qui n'était 90, pas le cas avant. on Ouais était à peu près au même et niveau qu'un Américain. Et ouais. on a complètement décroché depuis 30 ans, mais tout simplement parce que depuis 30 ans, les Américains, ils ont apporté la tech et pas nous. Voilà, ils ont Google, ils ont Apple, ils ont Microsoft, et nous, on est nulle part. Donc forcément, ils ont créé une valeur complètement dingue. Eux, ils se sont positionnés pour le 21e siècle et nous, on a un peu loupé le coche. Ouais. Mais donc sans croissance, en fait, on se retrouve avec le fait très simple. Si tu veux t'enrichir, faut que tu ailles tabasser ton voisin pour lui prendre ses richesses, en gros. Alors que avec la croissance, si tu veux t'enrichir, tu peux juste faire grossir le gâteau global et donc ta Ouais. part nécessairement devient plus grosse sans que tu aies besoin d'aller tabasser la gueule de ton voisin à coups de batte de baseball que Tout Martin à fait. Mais apprécie énormément. très bon exemple, par exemple, comment se financent les États aujourd'hui? La première chose à laquelle ils pensent, c'est comment on va taxer plus en interne nos propres citoyens, notamment les plus riches. Très bien, mais pourquoi? Donc ça veut dire qu'en gros, dans le gâteau, je vais aller piocher dedans un plus gros morceau. C'est ça que dit l'État. Or, déjà, il y a deux trucs là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle l'effet Laffer, qui fait que peut-être que taxer 30% rapporte plus que de taxer 40%. Ça paraît dingue, mais effectivement, si le gâteau est plus petit et que tu as 40% d'un gâteau plus petit, parce que tu as saboté ton économie avec des taxes trop lourdes, et ben tu gagnes moins si tu étais un peu plus léger et que tu prenais que 20 ou 30% et que l'économie est beaucoup plus grosse. Donc ça s'appelle l'effet Laffer, c'est un effet prouvé économiquement, et c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la façon dont, par exemple, l'État français pourrait se financer, euh, on pourrait aller installer du nucléaire partout dans le monde. On est les leaders mondiaux du nucléaire. Euh, Il y a un énorme défi écologique là pour ce siècle. On a une carte à jouer hallucinante. On peut se financer à coût de centaines de milliards au lieu de. C'est plus simple que de vendre des rafales, hein. Je veux dire, par exemple, on l'a fait, notamment le premier EPR chinois qui a été mis en place, c'est EDF qui l'a installé. Donc c'est les leaders enfin EDF, il me semble co-owner de cette centrale. Et donc c'est hyper intéressant. Mais pourquoi on ne va pas le faire en Pologne, par exemple, qui émet 10 fois pour 1 TWh? La Pologne émet 10 fois de plus de CO2 qu'un Français. Pourquoi on ne va pas aider les Allemands? Pourquoi il est temps de faire Les ça? Allemands, ils avaient des centrales nucléaires, hein, Oui, ils les ont enlevés. Mais on peut les aider à les remettre. Parce que du coup, nous, on a encore le savoir-faire. Oui, mais les Allemands, ce qu'ils veulent, c'est gréver c'est nous tirer à leur niveau en termes de Attendez, coût de l'énergie. Et bon, bref, mais c'est un attendez, autre débat. Oui, parenthèse, pardon. Ouais, Oui, parenthèse. oh. On est les rois de la digression et ça me déplaît C'est vrai. fortement. Tim, t'as ouvert ce truc sur la croissance. Pourquoi? Je ne sais plus et j'aime pas perdre le fil. D'accord. Pourquoi? Parce que pour défendre l'accélérationnisme, pour dire pourquoi c'est important d'aller plus vite et d'accélérer et de pas se faire distancer. Parce que sinon, ce qui nous attend, c'est la récession. Et donc la récession, c'est le gâteau qui rétrécit. Et donc on commence à se manger les uns les autres. Et d'un coup, ton voisin qui a plus que toi, eh bien, ça veut dire qu'il y a moins pour toi. Alors que si on a une croissance, on a tous une plus grosse part du gâteau au fur et à mesure. Donc la croissance est importante pour la prospérité et le bien-être de la civilisation, tout simplement. Et que le moment où on arrête la croissance, comme un arbre, comme une plante qui arrête de pousser, c'est mauvais signe, tout simplement. Mais ça, on pourra en parler dans un prochain podcast. Un jour, la croissance éternelle dans un monde aux ressources finies, est-ce que c'est possible? Ou alors là, j'ai tellement de choses à dire là-dessus sur les Je sais, ressources je sais bien, finies. mais c'est une vraie question. Enfin, je Bien comprends sûr. que les gens se posent cette question qui a du sens. Maintenant, ça va être très long à développer et c'est certainement pas maintenant qu'on va le faire. Donc, pour conclure ce joyeux podcast sur une charge positive, il y a moyen que le rapport de Draghi fasse effet et que les choses se mettent en branle et que l'Europe se remette sur les rails de la croissance et du succès? Vous y croyez? Bien sûr. Oui. Bah, Ouais. Vous y nous croyez même honnêtement en plus? Ouais, vous êtes bien Donc sûr, moi, personnellement, j'y crois uniquement pour que tu puisses dormir ce soir. voilà. Mais Et si je te demande ton vrai opinion? oui, non, ben, je te cache pas que avant cette bombe, je restais assez sceptique et un peu inquiet. Mais après, j'ai toujours eu foi dans le talent de mes compatriotes et des Européens à être créatifs, à inventer des choses et à se bouger le cul. Donc là, si derrière on a une volonté politique supra-étatique au niveau de l'Europe, je pense que ça va le faire, ouais. Pourquoi pas? Bien sûr. Et puis, je pense que voilà, on a aucun de nous trois n'est parti bouger au Canada ou aux États-Unis. On est resté en Europe, Mm. même si on est des expatriés. Donc, c'est quand même un acte de foi dans le système européen.
Et puis, moi, je pense qu'il va y avoir ce sursaut. Je pense qu'il faut juste qu'on arrive à culturellement passer de la précaution à l'audace. Voilà, c'est tout. Il faut juste qu'on se dise, let's go, on peut le faire. C'est faisable, on a un coup à jouer. Voilà, il y a une véritable union affaires européenne. Il y a un beau projet, je trouve, qui est devant nous, qui est travaillons tous ensemble, devenons vraiment européens, arrêtons de se sentir nationalistes à ce point-là. Si on devient vraiment européen, ça n'empêche pas qu'on peut garder nos coutumes et nos us, etc. Mais est-ce qu'on peut bosser ensemble? Est-ce qu'on peut créer une entreprise avec des gens qui sont dans 30 pays en même temps et collaborer sur un projet pour une start-up? Voilà. Les gros multinationales peuvent le faire, mais est-ce qu'une start-up peut être multinationale today? Non, pas vraiment. Parce que c'est trop compliqué. Donc, je pense qu'on a des beaux projets devant nous et que c'est faisable et que l'audace a été dans l'histoire de l'Europe. On a été audacieux. Je pense que là, c'est peut-être un trou un peu temporaire et que ça peut revenir. Il peut y avoir un réveil et je pense que nous-mêmes, tous les trois, on en fait partie. Est-ce qu'on pourra titrer ce podcast « L'Europe de la précaution à l'audace » ? C'est ce que tu as sorti. C'était stylé. Je trouve que c'est une belle conclusion. Enfin, c'est une belle note d'optimisme. C'est vers là que ça serait cool qu'on se dirige. Et ouais, bravo pour cette formule. Je pense que c'est exactement ce qui se passe cette semaine. Hein. C'est vraiment le switch qui est en train d'opérer. Et donc, ouais, ce serait un très bon nom de podcast, ouais. Pas de nom de podcast, le titre de cet épisode. Ah non, le nom de podcast, on n'y revient pas, s'il vous plaît. Ça, c'est réglé, on est d'accord. S'il vous plaît. Donc, Charge Positive sort son nouvel épisode, l'Europe de la précaution à l'audace. Oh. Let's go. Incroyable. À très bientôt à tout le monde. Et en particulier, on a pas mal de sujets dans le pipe pour la suite qui sont vraiment intéressants, vraiment à contre-courant de ce que vous entendez d'habitude. On a des angles d'attaque hyper intéressants et on a des invités qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà, on vous prépare un tas de trucs. Je te laisse, Benjamin, finir avec tout ça. Non, tu l'as très bien fait, c'était beau, j'ai rien à ajouter. Martin, peut-être? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? Je suis littéralement invisibilisé dans cette conclusion et je vais le rester, tant pis. J'ai rien à dire de plus. Bon, dans ce cas, on coupe. Adieu. Ciao. À bientôt tout le monde. Ciao. Adios. À bientôt.